Bienvenue à Carnivore.tv. À Lavaltrie, on y retrouve une ancienne résidence néo-victorienne du 19e siècle récemment devenue musée. À titre d'information, le néo-victorien est un mouvement esthétique et artistique qui amalgame le style victorien et édouardien à l'aide de technologies modernes. Rachetée par la ville de Lavaltrie, la maison subit d'importantes rénovations en 2003. C'est par la suite le service des loisirs et de la culture qui s'y installe. En mars 2009, c'est le début des travaux artistiques. On ne peut oublier les dizaines d'artistes et d'artisans qui ont contribué à ce projet. Allons maintenant à Lavaltrie voir cette maison hors du commun. Depuis toujours, les mythes, les contes et les légendes fascinent les êtres humains de par rapport à leur implication entre la réalité et le merveilleux. Dans chaque pays, on retrouve ses propres histoires associées à l'homme pour développer sa propre culture. Ces œuvres littéraires sont tellement attachées à une région que certains artistes décident de les représenter sous forme d'art. On peut notamment penser à la Tour de Babel, une peinture réalisée par le peintre Bruegel au 16e siècle, qui fait notamment référence à cette histoire dans la Genèse de la Bible. Un musée de Lavaltrie, nommé la Maison des Contes et Légendes, se démarque de la plupart des musées dits un peu plus classiques par le fait qu'il se trouve dans une vieille maison qui servait de demeure d'été à une famille aisée de Montréal au 19e siècle, les Benoît. Maintenant, la maison appartient à la ville de Lavaltrie et est sous la supervision de Jean-Sébastien Martin. Allons donc le rencontrer pour en apprendre plus sur cet endroit. Évidemment, le conte, les légendes, ça se transmet d'une personne à une autre, de façon orale, par la tradition. Donc, pour nous, c'est important d'avoir des visites qui sont guidées. Et puis, c'est pas seulement des guides qu'on engage, mais des conteurs. Donc, des gens qui sont vraiment là qui ont fait des études, qui ont recherché, qui ont collecté toutes sortes de contes et légendes qui ont rapport à la région. Puis quand vous venez ici, eh bien, c'est un peu comme si vous alliez à un spectacle de contes. Vous allez vous faire raconter les légendes de notre coin de pays. Donc, c'est ce qui fait en fait que oui, il y a une grosse partie qui se fait à travers le matériel qu'on met à disposition du visiteur, mais il y a une grosse partie aussi qui se fait humainement. Donc, ce qui est intéressant, c'est que nos conteurs animateurs ici prennent vraiment le temps avec les gens d'aller à leur rythme. En plus de se démarquer par son emplacement et son architecture, on peut constater que les œuvres rattachées aux contes et légendes qui s'y trouvent sont entièrement réalisées par des artistes de la région, tels que Françoise Pascal, une artiste peintre qui se démarque par ses œuvres de nature morte, des peintures dont le sujet est constitué d'objets inanimés comme des fruits, des fleurs ou des vases, et ses trompe-l'œil qui sont des œuvres qui jouent sur la confusion et la perception du spectateur pour créer des effets de relief et de profondeur sur une surface plane. Allons donc rencontrer cet artiste pour en savoir plus au sujet de son apport à la Maison des Contes et Légendes. En fait, ça faisait longtemps que cette maison-là, tout le monde se demandait quoi faire avec. Et puis, on a vu un agent artistique, à un moment donné, Michel Goulet, qui est arrivé avec ce projet-là. La Maison des Contes et Légendes démontre qu'elle est toujours plus différente par l'animation de ses guides qui sont considérés non pas comme des guides, mais plutôt comme des animateurs-conteurs. On n'est pas très loin d'un musée non plus ici quand les gens viennent visiter, mais le fait de faire vivre aux gens qu'est-ce que nos grands-parents nous racontaient, puis l'intensité qu'ils mettaient, mais ça fait vivre une expérience peut-être un petit peu plus sensorielle, là, je dirais, aux gens, puis ben ça fait qu'ils ont envie de revenir, puis ça valorise les contes et légendes, puis la ville de Lavaltrie. C'était Félix Leblanc à la Maison des Contes et Légendes à Lavaltrie pour Carnivore.tv. Les écoles publiques sont subventionnées par le gouvernement. Les écoles privées le sont aussi, mais par contre, ils reçoivent une très grande somme d'argent puisque les frais d'inscription sont très élevés. Ce n'est pas étonnant que dans les écoles publiques, les cours d'art sont abolis puisque leur budget leur en empêche. Mais pour nos étudiants en vocation artistique, devraient-ils plus se pencher vers des écoles publiques ou privées? Allons voir un reportage de notre journaliste qui s'est penché sur la question. Il y a présentement une polémique sur le financement des écoles privées versus publiques. Certains avancent même que le manque de fonds des écoles publiques pourrait amener à un manque de diversité au niveau des cours, plus spécialement en ce qui a trait aux cours portant sur les arts. Allons donc voir sur le terrain ce qui en advient réellement. Qu'on soit en communication, en théâtre, en danse ou en musique, la créativité s'exprime par la contrainte. Tout créateur s'exprime dans un cadre contraignant. La liberté totale ne permet pas la créativité. Alors, on peut être dans un milieu où il y a moins de moyens, mais encore là, tout dépend comment les projets sont amenés, comment les projets sont soumis. Des fois, moins de moyens, on devient plus débrouillard aussi. C'est sûr qu'il y a un budget de base pour du matériel de base, mais si tu veux
faire des projets qui sortent de tes murs. C'est des projets qui deviennent des productions publiques. Il faut trouver du financement. Et c'est vrai qu'il y en a plus dans le milieu privé. L'UNESCO a pour but de contribuer au bon maintien de la paix en protégeant l'éducation, la science et la culture afin de faire collaborer les nations entre elles. L'île des Moulins est protégée en fonction de son passé de complexe pré-industriel du 19e siècle et de son histoire riche du temps qu'elle était une seigneurie. Près de ce site se trouve le Collège Saint-Sacrement où nous y rencontrerons le professeur Marie-Ève Bogo et Pierre Baudouin. Dans le cas qu'on fait de l'acrylique, de la peinture, ben on a la possibilité d'acheter des toiles. Tu sais, plus tu as d'argent, plus tu peux varier tes médiums. C'est certain que ça peut aider, malgré que ça ne nous aide pas à être plus original. On peut quand même travailler, exemple, l'acrylique, les toiles et puis le 3D un petit peu. Moi, je pense pas que ça peut aider. Je pense pas que ça peut aider à aller plus loin dans le domaine des arts, parce que quelqu'un qui est motivé dans son domaine, peu importe de quel milieu il vient, je pense que quelqu'un de motivé, c'est ce qui fait son chemin. Au collège, ici, d'avoir un système disciplinaire assez bien établi, ça fait en sorte que c'est plus facile à enseigner. Quand les élèves arrivent en classe, ils savent à quoi s'attendre, ils s'assoient, on commence tout de suite à travailler. Ils vont chercher leur projet, on n'a pas de perte de temps. Saviez-vous que, au Collège Saint-Sacrement, l'art est présent partout, même jusque dans la chapelle qui offre une architecture romano-gothique. Ce courant a été développé en Europe au début du 19e siècle, qui est la suite du style romanesque. Il est caractérisé par des arcs ronds et pointus. C'était Jean-Christophe Massy, au Collège Saint-Sacrement pour Carnivore.tv. L'art est une discipline importante pour la sauvegarde de notre patrimoine, notre culture, nos histoires, nos contes et nos légendes québécoises. Il ne faut donc pas abolir ces cours d'art dans les écoles secondaires, puisque c'est grâce à eux si nos étudiants sont capables de grandir en tant qu'artistes et d'un jour développer d'aussi beaux et grands projets que la Maison des contes et légendes. Si d'autres capsules vous intéressent, je vous invite à visiter notre site internet, le www.carnivore.tv.